Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un nouveau mai 68 ? On fait quoi ? Ou première possibilité, on refuse tout type d'accord de Grenelle. On dit, pas du tout, il faut maintenir la rigueur salariale et sociale. Très bien. Ça, c'est ce que disent tous les gouvernements. Mais ça, les gouvernements, ils disent ça quand tout va bien. Sauf que quand vous avez 50 agriculteurs qui brûlent des pneus sur une route de Bretagne, aussitôt, c'est la panique à la préfecture de Saint-Brieuc ou de Quimper, et puis d'un seul coup, on commence à ouvrir les subventions. Parce que les gouvernements, je ne fais pas un truc droite ou gauche, c'est pareil. Le gouvernement actuel, ça sera pareil sous M. Hollande que c'était sous M. Sarkozy, savent très bien que la situation est très mauvaise. Donc ils veulent surtout calmer tout début d'incendie. Donc moi je veux bien qu'on dise qu'on va refuser tout accord de Grenelle coûte que coûte et maintenir la rigueur salariale et sociale, mais je n'y crois pas. S'il y avait vraiment 9 millions de grévistes dans les rues, le gouvernement français ne pourrait pas envoyer les tanks. Donc l'autre hypothèse, c'est d'accepter des nouveaux accords de Grenelle, avec une hausse très forte des minima sociaux de l'ordre de ceux accordés par le 27 mai 68. C'est comme ça qu'on en est sorti quand même. Et si on en est sorti comme ça, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Mais alors il se passerait quoi ? Puisque nous n'avons plus maintenant la libre possibilité de déprécier notre monnaie, on ne peut plus avoir recours au réaménagement monétaire puisqu'on est dans l'euro et que par construction, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 1 euro en France égale 1 euro en Allemagne, égale 1 euro en Grèce, égale 1 euro en Italie. C'est le principe même du traité de Maastricht. Alors, eh bien, à ce moment-là, pour résorber ce choc immense, les travaux du prix Nobel Mundell nous disent ce qu'il faudrait absolument. Première possibilité, la mobilité du facteur travail. Ça veut dire qu'il faudrait que les Français acceptent massivement, par dizaines ou centaines de milliers, d'aller chercher du travail en Allemagne, au Danemark, en Angleterre. Bref, non pas en Angleterre, dans les autres pays de la zone euro, c'est-à-dire ni en Danemark ni en Danemark, mais ni en Angleterre ni au Danemark, mais en Allemagne, aux Pays-Bas, en Slovaquie, au Portugal. Et il faudrait en plus qu'on les y accueille volontiers. Poser la question, c'est y répondre. Il était évident que ça n'arrivera jamais. Vous n'allez pas avoir des centaines et des centaines de milliers de Français qui vont aller chercher du travail dans la Ruhr ou en Slovaquie ou au Portugal. Ça n'arrivera jamais, d'autant moins que justement dans tous ces pays, il y a justement déjà un fort chômage. Donc cette première possibilité est fermée. Deuxième possibilité, accepter que tous les autres pays acceptent d'harmoniser avec les nouvelles conditions salariales et fiscales apparues en France. En gros, eh bien, il faudrait que tout le monde augmente les salaires de 35%. Alors, évoquer cette hypothèse, c'est effectivement ricaner tout de suite, puisque ça fait des années et des années que justement certains imaginent que l'Europe va favoriser l'harmonisation salariale et fiscale, alors qu'elle est au contraire fondée sur l'objectif inverse. Tous les pays de l'Est refusent toute harmonisation salariale et fiscale, justement pour conserver leur avantage compétitif que leur a procuré l'entrée dans l'Union européenne. Cette deuxième possibilité est fermée. Et la troisième possibilité, que les peuples du reste de la zone euro acceptent de financer une part des transferts sociaux requis pour traiter le chômage flambant qu'il y aurait en France, parce qu'on aurait 2 millions de chômeurs en plus, 2 500 000, 3 millions. Et donc, il faudrait que ce soit les autres peuples qui acceptent de financer. C'est ce qui se passe en ce moment en Grèce. Hein. Ce qui se passe en Grèce, la crise de l'euro en Grèce, c'est un choc asymétrique. Hein. La quasi-faillite de l'État grec, c'est un choc asymétrique subi par la Grèce. Et selon les travaux de Mundell, les Grecs ne sont pas venus chercher par centaines de milliers du travail en Allemagne ou en France. Et selon les travaux de Mundell, les autres pays n'ont pas accepté de se mettre en faillite. Donc, la dernière possibilité, c'est ce qui se passe avec le FESF, avec le MES. On ponctionne les autres peuples de dizaines et de centaines maintenant de milliards d'euros pour essayer de renflouer la Grèce. Avec les problèmes que vous voyez, puisque les Allemands, les Finlandais, les Néerlandais, etc., sont vent debout contre le système, et qu'il ne s'agit que de la petite Grèce. Mais s'agissant de l'Italie ou de l'Espagne, qui sont des PIB beaucoup plus importants, ou de la France, les sommes en jeu seraient tellement colossales qu'il est évident qu'aucun peuple ne voudrait faire ceci.
La réponse donc à la question, c'est que personne ne sait comment on pourrait régler un nouveau mai 68. Tout simplement. C'est d'ailleurs ce qui est en train d'apparaître en Grèce. Mon illustration sur mai 68, c'est ce qui est en train d'apparaître en Grèce. Puisque la contrepartie du point numéro 3 du MES et du FESF, c'est justement la vente de tout le patrimoine des Grecs. Et c'est justement ce que les Grecs refusent. Donc en fait, le choc asymétrique en Grèce est en train de provoquer l'explosion de l'euro et la sortie de la Grèce de l'euro. Alors, autre exemple de forfaiture juridique des européistes, c'est ce que l'on a appelé dans le jargon la clause dite de no bail-out, c'est-à-dire de non-renflouement d'un État. Eh bien, cette clause a été violée par les plans de sauvetage de l'euro en Grèce. C'est quoi la clause de no bail-out? Elle est fixée par l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle interdit expressément aux États membres de prendre à leur charge les engagements financiers d'un gouvernement national, en l'occurrence d'aider à combler un déficit budgétaire. C'est le point 3 de Mondale. Donc les Allemands qui avaient fait imposer cette clause dans le traité de Maastricht, repris donc dans la 125 du TFUE, eh bien donc, justement, voulaient remédier par avance à ça. Mais le poids, la pression politique, notamment venue de Washington pour sauver l'euro, a fait qu'on a bâti le FESF et le MES qui sont contraires à cette clause de no bail-out. C'est un article qui était d'ailleurs juridiquement tout à fait fondé parce qu'il était destiné à se prémunir contre ce que les juristes appellent l'aléa moral, c'est-à-dire qu'on considère en droit, et ce qui est quelque chose de bon sens, qu'il n'est ni raisonnable ni démocratique de laisser les contribuables d'un pays payer pour les erreurs des gouvernements d'un autre pays sur lesquels ils n'ont aucun contrôle démocratique. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'au même moment qu'on vous explique que la France n'a plus un fifrelin et que nous sommes obligés de tout fermer, les écoles en zone rurale, les gendarmeries en zone rurale, les hôpitaux en zone rurale, et tout en zone rurale, on supprime partout, on remplace un fonctionnaire sur deux. Paraît-il qu'on n'a plus un rond. Paraît-il, M. Fillon nous a expliqué en 2008 que la France était un pays en faillite. On n'a jamais vu ça, d'ailleurs, un Premier ministre en exercice expliquer que son pays est un pays en faillite. Bon, et au même moment, eh bien, vous avez vu que tout le monde trouve tout à fait normal, et même si vous commencez à poser des questions, on vous regarde comme si vous étiez quelqu'un de mal embouché, eh bien, on a décidé que les Français vont verser au cours des prochaines années 12 ou 16 milliards d'euros comme première contribution au mécanisme européen de stabilité, et au passage de prendre des engagements, je vais en parler tout à l'heure, de 153 milliards d'euros. C'est-à-dire des sommes inimaginables qui dépassent l'entendement du commun des mortels, et tout ceci pour en fait payer pour les erreurs du gouvernement grec sur lesquelles les Français n'ont pas voté. Donc l'article 125 était fondé sur ce principe fondamental de l'aléa moral. C'est comme si je vous disais, ben tiens, vous habitez dans un immeuble, vous êtes au 2e étage, votre voisine du 4e, bon, elle s'est acheté une télé à écran plat, elle doit 2500 € à la banque, ben elle n'a pas les moyens, donc vous allez payer par sa place. Alors bon, si vous aimez bien la voisine du 4e, vous vous cotisez, mais enfin, vous ronchonnez. Sauf que maintenant, si après, ça c'est la Grèce, la voisine du 4e, mais si après on vous apprend que le voisin du 6e étage, lui, il avait lancé une entreprise, il a fait faillite, et cette fois-ci, c'est pas 22 500 € qu'il faut payer, se partager la copropriété, mais c'est que désormais, il y a 10 millions d'euros et qu'il faut que vous vendiez, vous, tous vos biens pour rembourser les dettes du voisin du 6e, ben là, c'est plus possible. Alors ça, c'est l'Italie et la Grèce, c'est ce qui arrive. Il y a quand même des limites, n'est-ce pas ?